Bonjour tout le monde. Merci d'être là pour m'écouter pendant une heure parler d'I18N. Euh, J'espère que vous avez bien mangé, parce que moi le cookie je suis en train de bien le digérer là, donc c'est surtout si vous ronflez, réveillez pas votre voisin, ça va être gênant. Alors, je m'appelle Pierre la personne, je suis ingénieur logiciel chez Orange, au pays des chocolatines, donc à Toulouse. Voilà, personne n'est parfait. Merci. La transition venant de Bretagne fut vraiment difficile. Alors, aujourd'hui, on va parler d'I18N, l'internationalisation. C'est chiant à dire, donc je vais surtout dire I18N, parce que sinon je vais l'écorcher. Et on va parler de pas mal de choses, donc c'est pour ça, les 45 minutes, ça va bien dépoter. Et donc surtout, si vous avez des questions, je vous invite à ce qu'on en parle à la fin. Je vais essayer au besoin de squeezer certaines choses, et sinon, vous pouvez m'attraper au stand d'Orange, voilà. Parce que j'y serai pour parler open source, si vous voulez. Donc, on va parler d'interface graphique, on va parler d'iconographie, on va parler de langue, on va parler aussi de matériel. Et pour que vous compreniez un peu les choses, je vais prendre un cas d'usage qui, en fait, ici en l'occurrence, c'est une application mobile qu'on a déployée. Mais même si je vais faire un focus sur Android et iOS, pour certaines petites choses, vous pouvez prendre tout ce que je vais raconter et le transposer aussi bien sur un vieux client lourd en Swing que la dernière PWA ou un site web tout pourri, quoi. C'est vraiment des sujets que je vais aborder qui peuvent être mis en pratique un peu partout. Donc cette appli, grosso modo, on peut la retrouver, on peut retrouver le genre d'appli comme celle-là un peu partout. Nous, elle est répartie sur 3 continents, donc c'est Afrique, Asie, Europe. Il y a au moins 7 langues officielles qui sont parlées avec notre base d'utilisateurs. On est sur 14 pays différents, donc rien que ça, c'est assez costaud. Et le fond de commerce, c'est qu'on voudrait bien que nos utilisateurs, ils utilisent les features qu'on a fait. C'est quand même vachement mieux. Sinon, ça ne sert pas à grand chose. Mais, la question à laquelle on va devoir répondre, c'est surtout ça, c'est avec ce contexte-là, on a des utilisateurs un peu partout, on a des cultures différentes, des pays différents. Comment on fait pour être certain que les features sont utilisées et que nos utilisateurs adhèrent vraiment à notre site web, à notre appli, tout en faisant gaffe à un gros piège qui est celui de nos propres biais. Donc là, on va pouvoir voir ça. Il y a beaucoup de choses qu'on pense bien faire, mais sur lesquelles on peut totalement se gaufrer. Et donc soit l'utilisateur finira frustré, soit il va carrément rejeter l'application. Et ça peut être vraiment violent. Alors, je vais parler des interfaces graphiques. Alors ça peut paraître naïf quand on est habitué à faire du beau code, mais quand on a une grosse base de legacy, ça peut être compliqué. On va se faciliter le boulot en découpant un maximum nos interfaces graphiques. Donc là, il n'y a rien de bien sorcier, de bien nouveau. C'est pas directement relatif à 18N, mais l'idée c'est que on va se simplifier le boulot pour la suite en s'assurant que nos éléments soient vraiment indépendants et configurables les uns les autres. Par exemple, si je prends cette application-là, c'était l'ancienne application qui était en prod qu'on est en train de remplacer. Qu'est-ce que je regarde? En fait, je m'aperçois que j'ai plusieurs éléments qui se répètent et qui ont à peu près tous le même profil. Donc, par exemple, il y a une couleur de fond, un bouton, un texte, une icône qui change. Le bouton, ici, il est à gauche. Le bouton est creux également. Bon, l'idée derrière ça, c'est que si on veut vraiment se lancer sur différents pays et qu'on a encore des vieilles interfaces bien monolithiques avec rien de découpé, c'est vraiment le moment de refactorer parce qu'on va devoir intervenir sur ces éléments pour pouvoir les rendre configurables. Et donc c'est largement plus facile de configurer un petit élément une seule fois plutôt que d'aller fouiller dans nos vieilles bases de code et de tout changer. Surtout si on n'est pas ultra confiant avec nos tests de non-régression. Côté code, si je prends l'exemple d'iOS, grosso modo, est-ce qu'on a des devs iOS dans la salle? Ouais, bon, pas beaucoup. C'est le moment d'arrêter les storyboards et puis même tant qu'à faire d'arrêter UIKit tout court. On arrête les storyboards parce que c'est lourd, c'est long, c'est chiant, surtout qu'on a les conflits de version. Pour ceux qui ne connaissent pas les storyboards, si vous êtes habitué dans l'environnement .NET, on a toute l'interface WYSIWYG, on a défini nos éléments, on les place, et on a un code behind derrière. Sauf que là où en .NET, le code behind il est propre, il est tout joli, pour les storyboards, c'est du XML totalement affreux, quoi.
mais vraiment abominable. On l'édite même pas, quoi. On veut surtout pas le regarder. Donc on fragmente nos interfaces graphiques, alors quand on est sur UIKit en Xib, donc en petit élément modulaire, ou qu'on est passé sur SwiftUI avec des views, bon, c'est quand même vachement plus sympa, et on va les composer, les dériver un maximum. Et aussi on va arrêter avec les vieux trucs où on va positionner les éléments en dur, on va vraiment passer par tout ce qui est auto-layout pour vraiment avoir des contraintes, et ça va nous servir surtout pour après. Est-ce qu'on a des devs Android dans la salle? Ah, il n'y a pas trop de devs. Est-ce qu'on a des devs dans la salle? Ah vache. D'accord. Donc, côté Android, du coup, bon, de toute façon, je ne vous fais pas le topo, c'est les activités de 3 km, on va arrêter, on va faire des layouts assez atomiques, on va faire de la composition avec nos fragments, et on passe par les constraints layout. Donc, je suis désolé, j'ai pas trop creusé Jetpack Compose encore pour ça. Mais, donc du coup, pourquoi est-ce qu'on va commencer à bien découper nos composants en petits morceaux et à s'embêter à casser les storyboards et mettre des contraintes? C'est à cause de ce problème-là. C'est tout le monde ne lit pas de la gauche vers la droite. Alors souvent quand on parle d'I18N, c'est le truc qui revient tout de suite. Mais quand on a des interfaces graphiques qu'il va falloir configurer ou préparer pour changer de mode de lecture, c'est quand même vachement plus sympa si on arrive à avoir déjà une base de code bien faite. Donc là j'ai mis deux exemples. À gauche, l'application en anglais avec qui affiche le tutoriel, et à droite, l'application en arabe. Ce qu'on constate ici, c'est que en passant de left to right à right to left, donc l'arabe suivant la droite vers la gauche, on a pas mal de choses qui changent. On a les boutons. Donc là, par exemple, mon bouton pour passer le tuto est en bas à gauche, on va le retrouver en bas à droite. Le petit bouton next pour dire on défile le tuto suivant, il est en bas à droite, il va se retrouver en bas à gauche. On va commencer à faire aussi attention à certains éléments, comme par exemple les indicateurs. Donc là, si je prends ma flèche, sur l'écran de gauche, elle indique l'extérieur de l'application pour dire, bon bah voilà, fais un swipe pour défiler le tuto. Pour le mode right to left, il va falloir faire l'inverse. Voilà, pour toujours aller dans le sens de lecture. Même chose pour les indicateurs. Ici, j'ai mon carrousel avec 7-8 écrans de tuto. Mon indicateur qui commence, qui indique la première page, quand je suis en anglais, il est tout à gauche. Quand je suis en arabe, il est tout à droite. Donc il faut commencer à faire attention à ces petites choses-là, surtout si on a fait des navigations vraiment custom. Ça arrive, on n'a pas envie de faire un truc qui respecte les guidelines Android ou iOS. On va se faire notre propre navigation, notre propre UI, avec des gestures sympas, on va réécrire des trucs. Lorsqu'on va passer en mode right to left, généralement, il y a toujours un truc qui a pété. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est... effectivement, il y a des choses qui vont basculer, mais on va aussi devoir prendre en compte les animations. Donc là, par exemple, un des bugs qu'on s'était aperçu, c'est que sur notre app, on avait un carrousel d'éléments qui affichaient du contenu promotionnel. Donc quand on ouvre les menus, ça s'ouvre du bon côté. Donc on est assez content là-dessus, on a le menu qui s'ouvre. Mais le carrousel, là par exemple, il défile dans le sens de lecture de gauche vers la droite. Donc là, ça peut être par exemple ce genre de bugs qui font que lorsqu'on navigue dans l'application, on va s'apercevoir qu'il y a un truc qui bouge, mais pas dans le bon sens, pas dans ce à quoi on est habitué. Donc il faut être vigilant sur ça. On a aussi les icônes. Donc par exemple, il y a des icônes qu'on va pouvoir changer de sens, qu'on va pouvoir mirrorer, mais parfois ça n'a pas de sens. Donc par exemple, si je prends ma tuile jaune ici avec le petit cadeau, bon bah ça reste un cadeau. Il y a un échange qui se fait avec l'équipe design pour dire bon bah ça sert à rien de faire une rotation du cadeau parce que un cadeau ça reste un cadeau. Il n'y a pas trop de sémantique autre le fait que ce soit un cadeau. Pour les personnages, on a le choix. Là c'était pas forcément voulu. Par contre, si je prends ma tuile bleue tout en haut avec mes factures, ici c'était une tuile qui va amener vers une fonctionnalité pour gérer ces factures. Donc on a cette idée d'empilement de factures avec la plus ancienne tout au fond, la plus loin, la plus récente tout en haut, la plus grosse. Donc là ça va avoir du sens de faire une rotation de l'image pour avoir un peu plus de cohérence. Bon, côté Xcode, alors si on est encore sur UIKit, bon alors effectivement les IDE maintenant sont quand même bien faits. Bon, surtout Xcode, quand avec UIKit on a un clicodrome, on peut le configurer facilement pour dire bon, voilà, on respecte la direction du langage, ça va faire en sorte à ce que par exemple on va avoir des éléments qui vont bouger et qui se mettent tranquillement à leur place. Chose à savoir, c'est que côté iOS avec Xcode 11, on a la localization qui est arrivée pour les images. C'est-à-dire que si j'ai plusieurs images avec du texte dedans,
Je peux avoir une version anglaise, une version française, une version arabe. Je peux juste faire mon set d'images et c'est ensuite l'OS qui veut dire bon bah voilà, on a changé la langue, boum, je récupère celle que tu veux. Même chose pour les safe symbols. Donc les safe symbols sont ces espèces de petites icônes qui sont embarquées par défaut dans iOS. Des petites icônes genre ajouter, supprimer, ces choses comme ça. Maintenant, étant dans les fontes, elles vont pouvoir bouger tranquillement, on n'a même pas à intervenir dessus. Côté Android, bon, il n'y a rien de bien violent non plus. Bon, on a toujours le manifeste à mettre à jour pour dire et au fait, je supporte le RTL. Si vous ne supportez pas le mode right to left, vous ne mettez pas ce flag, vous le mettez à false parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des interfaces. Vous allez dire bon bah je n'ai pas fait attention, j'ai des utilisateurs arabes qui vont utiliser l'application, mais ils vont avoir une application en anglais avec les graphiques, enfin les éléments graphiques qui seront mal positionnés. Ça peut être vraiment confusant en fait. Vaut mieux ne pas le faire du tout plutôt que de mal le faire. Sachant qu'en plus, mon côté Android là-dessus, on est plutôt tranquille, ça commence à être antédiluvien. De toute façon, maintenant, il n'y a plus d'application, enfin, ça sert à rien de faire du support pour inférieur à Android 4.2, mais on se retrouve avec des petites choses assez intéressantes qu'on retrouve aussi côté iOS et même ailleurs. On arrête d'utiliser les attributs left et right. Par exemple, si j'ai un padding left, bon, ça va devenir un padding start, parce que le padding left fait un espacement entre ma bordure et mon bouton. Quand je tourne l'écran, si je fais un espacement sur le côté gauche du bouton, ça sert strictement à rien en fait, vu qu'il n'est plus à la bonne place. Donc à passer par exemple par du padding start, un margin right va être un margin end. Bon, ça reste quand même assez trivial, mais on peut retrouver encore avec des bases de code où c'est encore ces éléments-là qui sont utilisés, et donc potentiellement on va se retrouver avec des bugs. Dans les devs Android, qui utilisent encore des images binaires? Vous êtes tous passés au vectoriel quoi. Ah bah voilà, bon. Merci déjà, merci pour la planète. Donc pour le vectoriel, l'astuce aussi, c'est cet attribut AutoMirrored qu'on va mettre à true. L'avantage de ça, c'est que lorsqu'on va basculer le téléphone en mode right to left, on va se retrouver avec des icônes qui vont être redessinées tout seul, donc là on est tranquille. Un cas d'usage ici sur notre application, par exemple le téléphone de gauche, c'est un mode left to right assez classique. Si je regarde ma tuile rose avec mon mouton, le mouton il est peinard, posé, il regarde l'intérieur de l'application, il regarde le texte. Lorsque je suis en mode right to left, bon j'ai juste fait la démo, j'ai pas mis d'autres contenus, avec ce fameux flag ajouté sur mon mouton qui est une image vectorielle, le mouton regarde toujours l'intérieur du texte. Par contre, si je l'ai oublié de le mettre, si j'ai pas mis ce flag là, le mouton regarde dehors. En fait, il n'a pas bougé. Il a juste basculé sur le côté droit du téléphone, mais il se retrouve à regarder autre chose. Alors là, c'est pas grave, c'est un mouton, c'est pas la fin du monde, mais potentiellement, si on a des images avec une certaine sémantique derrière qui apporte vraiment une valeur, on peut vite se prendre les pieds dans le tapis. D'ailleurs, on parle d'interface, mais un autre biais qu'il faut savoir, c'est que dans votre base d'utilisateurs, ça peut être valable si vous êtes uniquement dans une base d'utilisateurs en France, mais ça peut être valable aussi si vous avez des utilisateurs un peu partout, tout le monde n'est pas forcément en bonne santé, ou a par exemple une bonne vue. C'est peut-être trop con, mais en 2019, d'après les chiffres de l'OMS, on a plus de 2 milliards de personnes qui ont des troubles de la vision, donc ça peut être une myopie légère, une petite hypermétropie, à quelque chose de beaucoup plus violent. Sachant qu'en plus, 90% des personnes malvoyantes, donc là c'est vraiment un handicap, c'est pas encore la cécité, mais c'est assez violent quand même, vivent dans des pays en développement. Donc si vous avez des applications qui vont viser ces pays-là, il va falloir être prudent, et donc du coup penser à l'accessibilité. D'autant plus que pour la France, on a le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité qui est arrivé. Bon, on va commencer à avoir des obligations légales de faire notamment des sites web qui sont accessibles. Les exemples, par exemple, c'est que on va penser par exemple à la vocalisation de son app. On va penser au Dynamic Fonts. C'est-à-dire que là, à gauche, j'ai pris vite ma dose iOS en mode classique, voilà, donc par rapport à moi, mes préférences. Mais si on a des personnes qui ont juste du mal à voir, et je pense qu'on en connaît tous, ces personnes-là vont activer les options d'accessibilité de leur téléphone pour grossir le texte, juste pour mieux le voir. Mais en fait, si votre application ne prend pas ça en compte, potentiellement vous allez avoir un produit super sympa, déployé dans différents pays, et des personnes qui vont vraiment galérer à l'utiliser en fait. Maintenant, on va parler d'iconographie avec une autre chose à savoir qui peut être vite casse-gueule, c'est la couleur de peau.
Alors, l'idée, c'est que nos icônes qui vont apporter du sens, on va pouvoir s'en servir pour vraiment faire en sorte à ce que les utilisateurs s'identifient à notre appli ou à notre site web. Pour ça, on va travailler sur les différents avatars qu'on va utiliser et on va jouer sur pas mal de choses. On peut jouer par exemple sur la couleur de peau, on peut jouer sur la coiffure, on peut jouer sur la morpho. Et l'idée de la couleur de peau, en fait, c'est que les personnes vont pouvoir s'identifier à ça. Pourquoi c'est important? Parce que selon les pays, il va falloir être vraiment prudent avec ce que vous faites. En France, si on a des avatars qui ont une couleur de peau noire et blanc en même temps, ça gêne pas, parce qu'on est habitué, alors j'aime pas ce mot-là, mais à une forme de mixité raciale en France. Je veux dire, bon, il n'y a pas vraiment de frein par rapport aux couleurs de peau, pas de crainte ou pas de préjugés. Si vous allez en Europe de l'Est, va falloir commencer à être prudent parce qu'ils sont moins habitués à cette mixité de couleurs de peau. Et donc là, les avatars qu'on va utiliser vont plutôt avoir une peau claire, par exemple. Donc, si on va en Afrique, alors selon les pays, on va falloir être prudent ou pas parce que si on met, notamment pour les pays qui ont un passé assez lourd avec l'histoire coloniale, des avatars blancs et des avatars noirs en même temps, ça peut être super borderline. Enfin, ça peut être vraiment mal apprécié par les utilisateurs. Un cas d'usage ici, donc par exemple, c'est pour des icônes qui illustrent une fonctionnalité de transfert d'argent. Dans certains pays, si vous mettez une main blanche qui va donner de l'argent à une main noire, vous allez vous prendre un tir monumental. Voilà, c'est vraiment pas bien vu. Alors ça peut être tout à fait innocent, mais selon l'histoire des pays, selon beaucoup de choses, ça peut être vraiment compliqué. Et l'astuce en plus, c'est qu'on peut jouer avec les différentes teintes de peau, parce que là, admettons, si j'avais les mains ici avec la même couleur, j'aurais l'impression que c'était la même personne qui tenait les deux téléphones. Donc là, effectivement, on va varier les teintes pour avoir des choses plus claires ou plus foncées. L'autre sujet où il va falloir être extrêmement prudent, c'est le fait que tout le monde ne partage pas les convictions religieuses. Notamment, il va falloir être vigilant toujours si on a des avatars. Donc, alors ce slide-là avait été fait en 2020, donc je ne sais pas trop ce que va donner l'Afghanistan maintenant. Mais si je prenais le site par exemple Code to Inspire, qui est une école de programmation pour femmes en Afghanistan, l'avatar qui est ici pour le chat, bon, est plutôt typé arabe avec la couleur de peau, la couleur de cheveux, mais surtout va porter le voile. Alors, pour ce sujet-là, il faut être quand même assez prudent, parce que si je prends par exemple l'Afghanistan, mais ça valable aussi pour d'autres pays, la profession la plus importante, la religion la plus importante, c'est l'islam. Ok, ça c'est pas un souci, mais c'est quand même quelque chose d'assez ancré, d'assez fort, d'assez important pour la population. Donc si vous ne respectez pas ça, vous pouvez heurter leurs convictions, et ça peut être assez chaud mine de rien, quoi. Donc voilà, ça c'est le genre de petites choses à savoir. Mais ce serait pas tout. C'est pas drôle. On a aussi, vu qu'on va commencer à viser des pays en Orient, en Afrique, ou même, truc trop bête, même ici en France, tout le monde n'a pas le même niveau d'instruction. Si je prends les chiffres, alors ceci date de 2016 de l'Institut de Stats de l'UNESCO, ici je vous montre le taux d'alphabétisme dans le monde. Alors les pays en gris sont les pays pour lesquels on n'a pas de chiffres, on va se concentrer uniquement sur les nuances de bleu, mais plus le bleu est foncé, plus le taux d'alphabétisation est super bas. Ce qui veut dire que par rapport aux fonctionnalités qu'on va devoir faire, on va être prudent parce qu'on va se retrouver dans des cas où vos utilisateurs, potentiellement, s'il va falloir compter ou juste lire, ça peut être ultra galère. Et malheureusement, ça existe. Et l'astuce avec ça, c'est qu'on va encore utiliser la sémantique de nos images. Donc là, par exemple, assez intuitivement, si je prends l'image de gauche, bon je me dis, là, derrière, il y a la notion de communauté, de tribu, de famille, donc ça peut être bien pour une fonctionnalité de partage de crédit avec les enfants, des choses comme ça. Si je prends l'image du milieu, bon c'est les sacs cabas, on peut se dire tiens, c'est peut-être le shop ou un truc pour faire des achats en ligne ou des choses comme ça. Et si je prends la dernière, bon c'est un cadeau, on va se dire tiens, peut-être bonus, programme de fidélité ou autre. Ce qui fait que généralement ces icônes-là vont servir aux utilisateurs qui ont du mal à lire le texte que vous avez mis à côté de l'icône, ils vont s'en servir pour vraiment s'ancrer dans l'application et pouvoir naviguer avec. Un des cas intéressants qu'on a eu aussi sur notre application qu'on avait déployée notamment en Jordanie, c'est que souvent dans beaucoup de pays, les gens ont tous un téléphone, enfin voire même un smartphone.
Mais on peut se retrouver dans des cas où on a des personnes qui ont du mal à lire, comme j'ai pu le dire. Et en Jordanie, on a eu la situation où on avait une bonne base d'utilisateurs qui avaient justement du mal à recopier des caractères. Donc là, le cas d'usage, c'était que les utilisateurs achetaient des cartes de rechargement pour recharger leur forfait. Donc le principe, c'est on prend une carte, on gratte, on a un numéro, on recopie le numéro, et hop, on a par exemple les 200 joules qu'on a achetés. Mais ces personnes-là avaient du mal à juste avoir les chiffres et à les recopier. Donc l'astuce, c'est qu'on avait mis en place pour eux une fonctionnalité où c'était le téléphone qu'on mettait devant la carte avec son objectif, faisait un scan pour repérer automatiquement les caractères, pré-remplir le champ. Déjà, ça les aidait à justement pouvoir profiter du service tout en évitant de trop galérer parce qu'ils ont confondu tel ou tel caractère. Un autre truc que j'adore, donc là on sort totalement des logiciels, c'est que à Toulouse, on a dans les arrêts de métro toujours cette configuration-là, un texte, une image. Et ça c'est juste génial parce que quand on a beaucoup de touristes, mettez-vous aussi à leur place, admettons si vous allez au Japon et que vous allez vous orienter dans les métros, perso je lis pas du tout le japonais et ça va être bien marrant, surtout que je m'oriente comme un poulet en plus. Si vous regardez ici, on a toujours une image, donc par exemple pour l'arrêt pas de doigt, on a une oie. Pour l'arrêt Canal du Midi, on a un bateau, et pour l'arrêt minime Claude Nougaro, on a un micro. Et ça c'est génial parce que les touristes qui arrivent, qui lisent pas le français ou qui comprennent pas trop, ils se repèrent à ça. Et quand ils se donnent rendez-vous ou quand ils veulent se déplacer dans la ville, ça les aide vachement. D'autant plus que là, l'autre avantage de ça, c'est que pour ces images-là, pour des personnes qui ont un déficit cognitif, qui ont du mal à lire, qui ont du mal à se concentrer ou autre, ces images-là, c'est juste génial pour elles pour qu'elles puissent se repérer en fait. Donc l'artiste qui a fait ça s'appelle Jessica Paradis. Elle a fait ça il y a quelques années justement dans ce sens pour rendre accessible plus facilement les stations de métro. Un autre truc aussi à savoir, assez rigolo, c'est que tout le monde ne partage pas la même culture. Alors le piège facile, c'est notamment sur les couleurs. Si vous faites une application, on va se faire un truc super joyeux, pour un service funéraire, voilà, vous avez un avatar féminin qui a une robe, vous mettez une robe plutôt noire, parce que nous, en France, le noir c'est plus la couleur du deuil, dans notre culture, mais dans certains pays c'est le blanc. Alors que nous, le blanc c'est plus mariage, plus festif. Donc pour ça, il va falloir aussi être prudent par rapport aux couleurs qu'on va utiliser, parce que potentiellement le message va plus ou moins pas passer du tout. Là j'ai assommé tout le monde là. Bon. Alors, donc on a vu la partie interface graphique, on a vu la partie iconographie, accessibilité. Bon, alors maintenant on va parler du truc auquel on pense le plus souvent quand on parle d'internationalisation, les langues. Notamment tout ce qui est affichage du texte. Donc c'est vrai que quand on fait nos applications, qu'on a nos bouchons pour aller remplir nos menus, remplir nos listes, etc., on fait pas souvent gaffe, mais c'est le moment de configurer bien. Vous vous rappelez quand je disais tout à l'heure, avoir les éléments configurables et atomiques, ça c'est sympa. C'est le moment aussi de faire attention aux césures, aux sauts de ligne, et de configurer nos éléments pour éviter d'avoir du texte qui s'affiche mal. Par exemple, si je prends une phrase traduite en français, nous vivons tous dans le monde d'un chien géant, tout le monde le sait, mais personne ne dit rien du tout. Ah, il y en a qui ont la référence, je suis content. Si je prends, par exemple, en malgache, on a une phrase qui est beaucoup plus longue. Alors imaginez... sachant que c'est traduit par Google Translate, donc s'il y a une moindre erreur, c'est pas moi, c'est eux. Si vous avez des interfaces qui peuvent être un peu contraintes, surtout quand vous avez grossi le texte pour des raisons d'accessibilité, vous pouvez vous retrouver avec des phrases qui sont beaucoup plus longues, qui vont prendre plus d'espace, ou alors qui vont être cassées. Donc il va falloir être prudent là-dessus. A l'inverse, si on prend par exemple du chinois, on peut avoir des phrases plus courtes, ou si on fait une traduction en Klingon histoire de se marrer, on a des trucs encore vachement plus courts. J'ai passé la partie réglage sur les IDE, surtout quoi UIKit, ça commence à disparaître, ouf. Côté, de toute façon, ça reste assez classique dans les éléments de configuration. Bon, c'est rien de bien sorcier. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bon là on prend en compte les langues, admettons si je suis au Sénégal, je vais prendre le français et le wolof. Bon, mais on va falloir aussi penser aux langues régionales, et là ça va et aux dialectes. Là ça peut être super piégeux, parce que quand vous avez vos ressources pour dire bah tiens je vais prendre le layout arabe, je vais prendre le texte en français, le texte en anglais, dans les IDE on n'a pas les codes pour tous les dialectes. On a pour les langues, mais on n'a pas les dialectes.
Ce qui fait que dans certains pays, quand vous avez plusieurs ethnies qui parlent leur dialecte ou leur langue, et qui ne parlent que celle-là, mais qui sont vos clients, bah, va falloir un petit peu se creuser la tête pour voir comment on va gérer la traduction de l'application dans leur dialecte. Et là, ça peut être assez sportif. Donc effectivement, faut pas les oublier. Sachant que généralement, pour ça, vos utilisateurs connaissent leur langue, souvent mieux que vous quand c'est des langues étrangères, donc on peut justement les impliquer pour avoir des traductions assez justes. Parce que sinon, on peut se prendre des tiers comme ça. Donc là, c'était sur un projet perso que j'ai fait il y a quelques années. J'avais fait une application Android assez classique, et dans les stats Google Play, j'ai vu, tiens, c'est marrant, j'ai des utilisateurs russes qui utilisent le truc. Je me suis dit, ah super, je vais trop leur faire plaisir, je vais faire la traduction russe via Google Translate. En 2013, c'était assez violent Google Translate quand même. Et donc on peut avoir des grands écarts comme ça, où on a 5 étoiles, 119 personnes trop contentes qui ont bien utilisé le service, et 118 personnes à 1 étoile parce qu'elles ont juste strictement rien compris de ce que vous voulez dire. D'où l'intérêt de faire attention aux traductions, même si maintenant des outils comme DeepL fait vraiment des traductions efficaces pour des phrases assez petites. Voilà, faut vraiment être prudent, quoi. D'ailleurs, en parlant des langues, un autre biais aussi, ce que nous on fait pas forcément attention, on a notre façon de faire, c'est que tout le monde n'écrit pas les choses de la même façon. Petit quiz, ça c'est quelle date? Voilà. Bon, alors en plus, c'était le 7 janvier 2009 que j'avais mis en anglais. Grosso modo, on a l'API standard qui va nous aider. Donc si on a par exemple des backends qui renvoient des données en brut, il va falloir commencer à faire attention quand on veut les formater ces données. Parce que selon la langue, on va par exemple pour les dates séparer les éléments par des slash ou par des points. On va verser la date et le mois, ou alors on va commencer par l'année. Et donc, faites pas votre tambouille vous-même, passez par l'API standard. Ça va quand même faire des trucs vachement plus sympas et plus pratiques. Allez, autre question. C'est quel nombre ça? Bon, c'était 6,56. Je suis encore un peu nostalgique du franc. C'est mon enfance. Pour les nombres, finalement, c'est la même chose. Parce que selon les pays, on va séparer les centaines, les milliers par des virgules, par des points, ou par des espaces, ou par rien du tout. Le décimal par des virgules ou par des points. Bon, on peut se dire, ok, c'est anecdotique. Selon les pays, si vous êtes gaufré et que vous avez mis une virgule au lieu d'un point, surtout quand vous parlez de balance de crédit ou de conso data, ils vont vite faire la tête vos utilisateurs si vous l'avez mal placé. Voilà. Parce que le message ne va pas être du tout le même. Donc, voilà, donc pour ça, rien de bien sorcier, heureusement qu'on a l'API standard, mais il faut y penser. Allez, dernier truc rigolo aussi, les pluriels. Parce que oui, parce que toutes les langues ne partagent pas les mêmes subtilités. Bon, en français ça va, parce que un chat, deux chats. Bon, un journal, deux journaux. Bon, ok. Si je prends en anglais, ça reste quand même assez cool. Donc par exemple, côté Android, on peut se dire, bon, pour le mot barrière, fence, one fence, two fences. Bon, en soi, la configuration, c'est bon, je définis ma chaîne de caractères. Pour la quantité 1, j'ai telle déclinaison, puis pour tout le reste, je mets telle autre. Mais on a des langues assez rigolotes comme le polonais. Par exemple, parce que si je prends le... Alors c'était quel mot celui-là? Je sais même plus. Le mot pour dire moi, donc miec. Si vous avez un mois, c'est miesiąc. Si vous avez dans une phrase 2 mois, c'est miesiące. Si vous avez plusieurs mois, c'est miesiące. Et si dans tous les autres cas où on ne sait jamais c'est lesquels en polonais, c'est miesiąca. Donc ce qui veut dire que déjà, en tant que français, on se marre un peu parce que c'est assez compliqué de comprendre leur logique vu que c'est pas du tout quelque chose que nous on connaît. Donc on pleure. Et derrière ça, on peut se dire, bon ok, le mot il finit pas pareil. Mais si vous passez un coup de voice-over, de talkback dessus, pour rappeler les personnes qui ont du mal à lire ou qui ont des problèmes de vue, si le mot n'est pas prononcé de la même façon, ça va pas faire des phrases qui sont raccords, quoi. Voilà. Donc, faut y penser. D'ailleurs, toujours pour les langues, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les pays n'ont pas qu'une seule langue courante, officielle. Par exemple, si je prends le français, on a le français. Mais en Belgique, c'est pas spécialement une bonne idée de faire une application qui a que le français. Vous allez fâcher les Flamands. Voilà. Donc pensez au français, au néerlandais. Au Liban, on a l'anglais, l'arabe et le français. En Moldavie, on avait le roumain et le russe. Alors sachant qu'en plus, en Moldavie, on a 75% qui parlent moldave roumain
et 20-25% qui parlent du russe. On peut dire, bon, c'est peut-être un peu anecdotique, enfin, ça reste quand même une bonne vingtaine de pourcents, une bonne part, mais si vous n'avez pas les traductions pour eux, bah, de toute façon, ils n'utiliseront jamais votre application, alors que bah, c'est votre marché, c'est là où vous êtes, quoi. Donc, si on zappe les langues officielles qui sont parlées dans le pays, bah, potentiellement, vous allez exclure une partie de la population, et donc de vos utilisateurs. Ah, ça j'adore. L'autre chose aussi à savoir, spéciale dédicace à nos amis outre-Manche, tous les pays ne sont pas encore passés au système international. Donc quand vous avez des vitesses, admettons que vous avez un backend qui envoie des données brutes, ça peut être pertinent si vous affichez des vitesses ou des distances, de faire attention à l'unité que vous avez. Si c'est des km par heure, des miles par heure, des mètres ou des pieds, des centimètres ou des pouces, ou des degrés Celsius ou des degrés Fahrenheit. Voilà, affichez pas un breton qui fait 140 degrés Celsius alors que c'est 140 degrés Fahrenheit. De toute façon, il va s'enflammer avant, quoi. Mais voilà, donc, par exemple. Ou alors, on peut même avoir des choses rigolotes. Bon, ça c'était discussion au Canadian Embassy hier, mais c'est combien une pinte? On n'est pas d'accord en fait. Selon les pays, c'est pas forcément la même quantité. Donc on rigole avec tout ça, mais ça peut être pour des choses aussi débiles que, par exemple, on crache des rovers. Si je prends le Mars Climate Orbiter, c'est même pas un rover en plus, lui, si c'est craché sur Mars, c'est parce qu'on avait une équipe qui bossait avec le système métrique et pas l'autre. Donc quand vous calculez des distances et des vitesses avec des unités différentes, à un moment, le sol il est un peu plus près que prévu. Et paf, le satellite. Je me perçois qu'on a du temps, donc c'est chouette. On va parler maintenant d'équipement. Vous allez me dire, ouais, d'accord, quel rapport avec l'internationalisation? Bah, parce que tout le monde n'a pas le même matériel, et notamment pensez à vos équipes de QA. Si vous avez un bon navigateur ou le dernier iPhone, c'est super, mais tout le monde n'a pas le dernier Chrome, la dernière version de Firefox ou l'iPhone 12 Pro qui coûte un bras. Par exemple, si je prends ces stats de Statista en 2017, si on prenait le parc mondial des OS, Android c'était à peu près 80%, et iOS 18%. Oh la vache, il y avait encore du Windows et du BlackBerry, quoi. Bon, on peut se dire, bon bah, quand on va lancer un projet, on va faire d'abord Android et puis iOS, c'est pas grave. Ben ouais, mais non, parce qu'au Japon, on a à peu près 50% de part de marché pour l'iPhone. Donc c'est pas spécialement une bonne idée de se dire, bah de toute façon l'OS il est pas trop présent, bah mondialement il est peut-être moins présent, par contre dans tel ou tel pays c'est totalement différent. Donc par exemple on a au Japon 50%, mais en Espagne on est à même pas 9% de part de marché pour l'iPhone. Ce qui veut dire que si vous faites des services qui sont ultra spécifiques, qui dépendent de l'OS, ou si vous avez par exemple votre application que vous la déclinez en natif, bah, va quand même aussi falloir, si vous avez des contraintes de coût ou de délai, vraiment réfléchir à comment on fait pour les autres utilisateurs. Parce que, ayant un iPhone, rien de plus chiant que de ne pas retrouver les applis qu'on aime bien sur Android, quoi. Si je regarde en Afrique, donc là c'était sur StatCounter, entre les parts de marché entre août 2020 et août 2021, on voit surtout qu'en termes de smartphone, Samsung a totalement explosé le plafond, suivi ensuite de Huawei. À un moment, il y a Apple qui est sorti, et après, c'est plus les marques chinoises comme Tecno. Donc on se dit, bon, ici, ça reste essentiellement de l'Android, mais comme c'est toujours rigolo avec cette plateforme, on a une fragmentation des versions de l'OS, mais aussi on a une fragmentation matérielle. Donc, si vous avez des applications qui vont, par exemple, faire du calcul assez intensif, qui vont avoir besoin de RAM ou autre, il va falloir être prudent parce que vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous avez une application qui marche très bien en QA parce que vous avez un bon smartphone, mais potentiellement quand vous allez le tester sur un smartphone bas de gamme, bam, l'OS va carrément killer l'application parce qu'il n'y a juste plus de RAM en fait. On peut se retrouver aussi avec des cas où des utilisateurs nous disaient bah ouais mais là il y a un problème, j'ai l'impression que l'application bouffe beaucoup trop de batterie. On regarde dans les stats de l'OS, on se dit ah bah oups, bah oui bah parce que on avait des téléphones d'entrée de gamme au milieu de gamme, forcément avec les surcouches opérateurs, ce serait pas drôle, avec des mécanismes d'optimisation faits à la va comme je te pousse, et donc on avait une surcharge de consommation pour la batterie. Voilà. Donc ça, il faut y penser aussi en fait. Et aussi, ce truc-là, tout le monde n'a pas la même couverture réseau. Donc là, vous allez me dire, mais la vache, il part loin. Vous allez comprendre. Ça, c'est la France. Donc vous voyez ici la couverture réseau sur le site NPerf, où grosso modo, les points que vous voyez en violet, c'est de la 5G.
En rouge, c'est plus de la 4G+, en orange de la 4G et en vert de la 3G. Bon, alors modulo, alors, ça reste quand même une vue d'ensemble, il y a toujours des zones blanches, des petits soucis, mais on est quand même bien couvert en France d'un point de vue réseau. Maintenant, je vais regarder la Jordanie. Bah, déjà, niveau maillage, bon, il y a beaucoup de zones qui paraissent vides ou pas spécialement habitées, donc qui ne sont pas couvertes. Mais en termes d'infra, encore ça va, on a 4G, 4G+. Ça se concentre davantage au niveau de la capitale, à Amman. Bon, on est quand même plutôt pas mal. Mais on voit déjà qu'en termes de réseau, bon, bah, il y a peut-être moins de couverture, donc moins de débit. Si je prends le Burkina Faso, là, c'est pas du tout la même limonade, hein, parce qu'on va avoir encore énormément de 2G. Donc vous allez me dire, ouais, bon, d'accord, on a une application web bon, qui va. Bon, il y a de la 2G, mais c'est pas grave, ça va ramer. Mais le souci des couvertures réseau peut être lié aussi à comment sont équipés vos utilisateurs, juste en termes d'abonnement mobile. Admettons, vous avez un site web ou une appli qui va télécharger, je sais pas moi, des photos, des catalogues, contenu promotionnel. Va falloir aller tirer ces images, va falloir aller tirer ces infos. Bah, si vous avez une couverture 2G, ça va prendre un temps pas possible, ou alors ça va même jamais fonctionner. Donc ça peut être intéressant de, par exemple, dans le code, regarder qu'est-ce qu'on capte, et ensuite de se dire, bon bah là on va pas aller télécharger comme des bourrins toutes les ressources, on va se concentrer sur l'essentiel. Surtout que, en France, on est habitué à souvent du tout illimité, ou à Internet à la maison, soit illimité, et les smartphones, bon, même si on a sur le mobile des forfaits à 20, 30, 50, 80 gigas, bon, on est quand même bien loti. Si vous avez une application qui va commencer à discuter avec un service d'analytics, qui va aller choper des images, qui va essayer, mais l'application a crashé entre-temps, qui va aller requêter trop souvent votre back-end pour aller chercher des infos, parce que comme on est en 2G, la requête elle n'a pas arrêté d'échouer depuis 2 heures, il y a un truc qui va décompter, c'est la consommation de data. Et on peut se retrouver avec des utilisateurs qui vont dire, ouais mais j'ai pris l'application, tac, j'ai eu mon forfait qui s'est mis à jour, mais d'où j'ai perdu X mégas ou X kilos, j'ai strictement rien fait. Bah parce qu'on peut être dans une situation comme ça où la couverture réseau fait que l'application ou le service rame, mais en plus va être consommateur pour l'utilisateur. Donc là c'est vraiment de la double peine quoi. Bref, l'internationalisation, ben, finalement, comme vous pouvez le voir, c'est un peu plus compliqué que des localizable.string sur Xcode et des string.xml sur Android Studio. Ça touche énormément de choses, que ce soit la localisation, l'accessibilité, le matos, le réseau, ça touche tout. Et donc, en fait, on peut se retrouver dans des cas où nous, quand on va concevoir notre service, on va le faire avec notre propre vision des choses, notre propre prisme. On va se retrouver avec des biais. Ce qui fait que, par exemple, on n'est pas tous des personnes blanches, françaises, athées, anglophones, qui n'ont pas de problème de vue ou d'handicap, qui savent lire, qui savent écrire, qui savent compter, avec une bonne couverture réseau, et le dernier Z Fold 3, quoi. Là, il va vraiment falloir faire attention, parce que sinon, on va se retrouver avec un service ultra shadé bien conçu pour nous, les collègues, mais pas pour les utilisateurs. Et derrière, ça peut être dramatique, parce que vous allez perdre du monde, vous allez vous prendre des tirs sur les stores, et puis finalement, le besoin auquel vous voulez répondre, vous y répondrez jamais quoi. Voilà, et je vous remercie, et puis on a 6 minutes et 27 secondes pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai vraiment assommé tout le monde, ça c'est l'effet Brownie de tout à l'heure quoi. Ouais. Ça dépend de comment tu as conçu ton application. Bon, tu auras toujours la partie fournir les éléments de langage, s'assurer que les données sont bien formatées. Et puis ensuite, si dans l'interface, tu avais anticipé cet usage-là ou juste suivi les bonnes pratiques de Google et Apple, maintenant, voilà, quand on regarde, généralement, ils préconisent toujours de passer par les contraintes layout, etc. Bon, la prise en charge du langage ne devrait pas être si douloureuse que ça. Par contre, si c'est une application un peu vieille, ou alors qui a été vraiment custo sur la UI ou la UX, et qu'on se retrouve à devoir faire des modifs dessus, et que ça n'a pas été pensé au début, tu auras peut-être un peu de casse, quoi. Voilà. Surtout après, si tu dois refaire les jeux d'icônes, si tu dois refaire pas mal de choses, là, ça va prendre du temps, quoi. Mais après, c'est pas
c'est pas dramatique. Ou alors, c'est que si jamais tu galères vraiment, c'est qu'il y a peut-être eu des défauts de conception en amont sur ton produit. Voilà. Ouais. Hmm. Bah après, alors est-ce que pour les pays qui n'ont pas de langue officielle comme la Belgique, ça peut poser problème? Je vois pas pourquoi ça poserait problème. Par contre, effectivement, il faudra faire le travail en amont de voir quelles sont les langues parlées en fait. C'est vrai que si j'ai utilisé le terme langue officielle tout à l'heure, c'est peut-être effectivement maladroit, plutôt langue courante, on va dire. Mais après, c'est comme tout, tu regardes ta base d'utilisateurs, tu regardes les langues, et après tu les prends en charge. Alors effectivement, est-ce que ça peut entraîner des problèmes, genre des problèmes poétiques, parce que tu as préféré, je sais pas moi, parler tel dialecte plutôt qu'un autre? Là, c'est une bonne question, quoi. Donc là, il faudrait plutôt voir comment ça se passe au niveau des pays pour éviter de brusquer, ouais. Je suis pas spécialement certain qu'en Chine, si on prend, on internationalise un produit pour être plus Ouïghour friendly, je pense pas que ce soit l'idée du siècle, par exemple. Ouais, ouais. Non, non, alors par rapport au right to left et aux animations, non, non, c'est pas une intuition de la part, c'est vraiment. euh, alors tu peux avoir des animations qui ont du sens. Admettons, si tu fais une animation avec l'outil ou autre chose, avec un déroulé, bon, alors, parfois, même si tu es dans un autre mode, c'est pas grave. Admettons, c'est un truc qui rebondit, bon, ok, c'est pas dramatique. Mais non, non, pour certaines choses, t'as vraiment une gêne qu'on a vue des utilisateurs pour dire, bah ouais, mais ce truc-là, il est pas dans le sens normal. Admettons, par exemple, si je prends l'exemple que j'ai montré tout à l'heure avec mon carrousel de contenu promotionnel, quand tu navigues, en fait, quand tu fais un swipe en mode, on va dire en français, tu fais toujours de la droite vers la gauche. Ton animation, tu sais qu'elle va toujours de la droite vers la gauche. Et quand tu fais dans l'autre sens, c'est que tu veux voir le truc d'avant. Bah nous, en fait, on avait eu un souci là-dessus, c'est que les personnes avaient l'impression que le carrousel se déroulait à l'envers. Et donc là, tu avais une gêne, en fait. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Mm. Ouais. Et bah là, va falloir que tu repenses à ton interface. Donc par exemple, dans les réglages de ton application, de ton site web, ce que tu veux, bah, tu vas faire un menu, choix de la langue. Alors en plus, ça peut être contre-intuitif, vu que la langue, normalement, tu la règles sur le téléphone. Mais là, bah, tu peux dire dans ton application, bon bah voilà, tu fais un mode exprès, bah, voilà, la liste des dialectes supportés. Ah, par exemple, le breton, le corse, ce que tu veux. Et bah, ou même, c'est surtout en Afrique, on a beaucoup de dialectes ethniques. Et ensuite, c'est la personne qui va choisir ça. Et toi, tu vas devoir te dire, bon, bah, parce qu'il a coché telle option, et bah, c'est parti, on va charger le wording qui va bien. Et puis voilà. Là, il va falloir faire un peu plus d'efforts, ouais. Il reste 1 minute et 27 secondes. Oui. Alors, si la langue par défaut n'est pas supportée par ton téléphone, alors, je sens que je vais dire une grosse ânerie. Je fais souvent, j'oublie tout le temps. Potentiellement, alors ça dépend. Je dirais que côté application, tu bascules sur l'anglais de base. Après, je me demande si t'as pas aussi l'histoire des réglages sur le téléphone. Parce qu'il me semble que par exemple sur les iPhones, tu peux définir différentes préférences dans tes langues, et donc ça va basculer sur celle d'après. J'ai un petit doute là-dessus, parce que je change souvent les langues pour faire les tests, donc je sais jamais, honnêtement. Mais potentiellement, dans le pire des cas, tu vas te retrouver par exemple sur de l'anglais ou quelque chose comme ça. Ça peut dépendre vraiment de comment est configuré ton app et comment est réglé ton appareil. Ouais. En plus, et c'est vrai que j'en ai absolument pas parlé. Ouais. Bonne question. Alors, pour être honnête, j'ai jamais eu ce cas de figure. Il faudrait que je regarde parce qu'effectivement, quand on est en top-down,
comment est-ce que c'est pris en charge d'un point de vue natif côté Android, iOS ou autre? Là, tu poses une colle. Donc, je vais pas te, je vais je vais pas te sortir d'ânerie, mais je regarderai à l'occasion, ouais. Ouais, ouais. Mais je dirais peut-être naïvement, si c'est pas pris en charge côté application, comme ce que j'ai pu dire, Android avec tel ou tel dialogue, peut-être se faire soi-même à la main ses propres vues pour que ça défile. Mais je pense pas que ce soit pérenne. Il reste 17 secondes. Ah bah, la madame me dit que c'est fini. Et bah pour les autres questions, vous pouvez me retrouver sur le stand Orange.